Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous voici partis pour le sixième épisode du débunkage de Notre France écrit par Raphaël Glucksmann. Donc voilà, sans plus attendre, on continue la lecture et le décryptage qui suit. Alors, le lien politique. Quelle est la caractéristique commune de nos rapports aux gènes, à la terre, à la religion et à la langue? Ils trouvent leur origine dans le politique. Moi, personnellement, j'attends de voir comment il va expliquer cette chose peu concrète. C'est l'État qui privilégie le sol au sang, organise l'espace, soumet les dieux, impose la langue. En France, la puissance publique ne découle pas de l'identité nationale, elle la façonne et la produit. Nous sommes, en tant que Français, une construction politique. Raphaël oublie sans doute de nous dire que nous sommes aussi une construction génétique de par nos ancêtres. Ne faut-il pas dès lors chercher notre délos identitaire dans l'État lui-même? N'est-il pas, à travers les âges, le miroir dans lequel nous saisissons notre unité et notre identité? Alors là, je vais résumer très grossièrement. Raphaël Glucksmann est en train de nous expliquer que l'État est finalement le parangon de toute vertu et le responsable de tout ce qui fait notre être en tant que Français. Alors je suis pas d'accord. Bon, ça m'étonne pas. Glucksmann est un auteur de gauche à tendance socialiste. C'est normal qu'il voit en l'État la providence, quoi. Lorsque Louis X définit franc comme une condition juridico-politique plus qu'une généalogie, lorsque Louis XI dessine la carte de France, lorsque François Ier fait du français notre langue officielle, lorsque Michel de l'Hôpital soumet les religions aux lois civiles, tous effectuent en définitive le même geste. Ils affirment la primauté en droit et en fait de la puissance publique. Nous sommes le 2 décembre 1804. Dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, Napoléon prend sa couronne des mains du pape pour la poser lui-même sur sa tête. Immortalisé par David, l'autoconsécration de l'empereur passe pour être le geste français par excellence. L'État s'émancipe là de toute source de légitimité exogène et se représente en soleil platonicien, astre originel et ultime, qui génère l'être et le donne à voir dans le même mouvement. Le syllogisme réactionnaire gagne en justesse en prenant un angle purement politique. 1. Nous vivons aujourd'hui une crise identitaire qui est d'abord une crise politique, une crise du politique. Alors ça, monsieur Glucksmann, j'en suis pas sûr. L'autorité de l'État est bafouée. Oui, ça je suis d'accord par contre. La sphère publique est désacralisée. Je suis d'accord aussi. 2. Or, avant, lorsqu'il était fort et respecté, l'État nous définissait en tant que Français. Nous étions face à lui, comme face à nous-mêmes. 3. Nous devons donc éliminer l'élément perturbateur qui, rendant l'État impuissant ou inaudible, nous a coupé de lui et se faisant de nous-mêmes. Alors je suis curieux de savoir de quel élément perturbateur parle ici Raphaël Glucksmann, parce que pour l'instant c'est loin d'être clair. Nous approchons là d'une vérité française que les logorés sur le sang, la terre ou la religion ignorent complètement. Notre trouble identitaire est bel et bien un trouble politique. Ah, le raccourci est assez rapide. Et la restauration de l'autorité de l'État semble à première vue le seul antidote au virus du délitement. Intéressons-nous tout de même au point 2. Donc le point que nous avons évoqué précédemment dans les trois cités. Avant, notre identité se mirait et se générait dans l'unicité du souverain politique. Avant la capitation de souveraineté opérée par Bruxelles, avant la globalisation et les multinationales, avant la présidence normale de Hollande ou la désacralisation sarkozyste, avant le triomphe de l'idéologie libérale libertaire, avant les grandes grèves du début du siècle, avant l'affaire Dreyfus qui ébranla l'État pour sauver un individu, avant la commune qui fut à deux doigts de l'abolir, avant la décapitation de Louis XVI, avant Voltaire et ses affaires opposant les droits des hommes aux logiques étatiques, avant qui, avant quoi, avant quand. Nous sommes le 14 février 1707 à Versailles, au cœur du palais symbolisant la toute-puissance de l'État et sa domination sans partage sur le corps social. Donc encore une fois, on a fait un analogisme délirant, là on est revenu quelques années en avant. Le conseil privé du roi est plongé dans un abîme de perplexité. Un manuscrit anonyme, appelé la dîme royale, passe de main en main. Dénonçant minutieusement et violemment la misère des sujets, il doit être interdit, saisi, détruit. Son auteur doit payer le prix de son impertinence. Logique, il y a juste un hic. L'auteur a été identifié. Il s'agit de Sébastien le prêtre de Vauban, le plus grand homme d'État d'un grand siècle qui fit de l'État l'absolu par excellence. Le nom de Vauban, rationalisateur en chef du royaume, architecte de ses places fortes, 110 fortifications à son actif, et orchestrateur de ses conquêtes militaires, 49 villes conquises sous sa houlette, impressionne les conseillers. L'arrêté est impensable et pourtant son texte frise le crime de lèse-majesté. Ils lisent et relisent, effarés par tant d'audace. Le menu peuple tombe dans une extrémité dont il ne se relèvera jamais. Les grands chemins de la campagne et les rues des villes et des bourgs sont pleins de mendiants que la faim et la nudité chassent de chez eux. Pendant que le roi travaille à sa propre gloire et à celle de son État,
Les deux étaient alors indissociables, le peuple s'enfonce dans une misère crasse. Vauban a pendant des décennies parcouru la France de long en large pour ériger ses défenses, organiser son espace, rationaliser sa bureaucratie, faisant jusqu'à 8000 km par an en chaise de poste. Il a consigné toutes ces informations dans ses carnets. Témoin direct de la disette de 1692 et 1693, il a constaté avec amertume que près de 3 millions de Français, emportés par la faim, préoccupent moins Versailles que la couleur des selles du roi Soleil et l'ordre de préséance lors de ses fêtes. Vauban dénonce l'aveuglement d'un État qu'il a contribué plus qu'aucun autre à édifier. Un mastodonte tellement obsédé par sa propre gloire qu'il ne prend plus en compte les réalités sociales et se condamne ainsi à une déchéance certaine. Il est certain que le roi est le chef politique de l'État, comme la tête l'est du corps humain. Je ne crois pas que personne puisse douter de cette vérité. Or, il n'est pas possible que le corps puisse souffrir lésion en ses membres sans que la tête en souffre. Si on ne soigne pas le corps, entre parenthèses social, la tête, entre parenthèses politique, souffre. Or, la tête a tendance chez nous à se penser autosuffisante, à se voir dans le corps, à ne voir dans celui-ci qu'une matière à contrôler, modeler, remodeler, sans avoir à la sonder, l'écouter, finalement la représenter. Le roi et son conseil ordonnent la destruction immédiate du manuscrit. L'État ne tolère pas de remise en cause de son récit. Le premier et le plus grand théoricien du souverainisme étatiste français, Baudin, commença par exclure le religieux de l'espace public et finit par appeler à brûler les sorcières, comme les curés. Non plus au nom de la Bible, ou de la foi évidemment, mais au nom de l'ordre civil et de l'homogénéité du corps social. L'idéal de notre État, ce vers quoi il tend naturellement, est monolithique. Une seule source de légitimité du pouvoir et du savoir, une seule vision de la France, un seul centre d'élocution et de représentation. Mais le récit étatique ne peut tenir lieu de récit national à lui seul. Des contre-récits, les chants des sans-voix et les cris des marges jalonnent notre histoire. Ils nous rappellent qu'il y a sous la tête un corps, et que ce corps est multiple, irréductible à l'un. Notre identité n'est pas uniquement politique, ou plutôt aussi, elle est politique. Tout est politique chez nous, mais le politique n'est pas uniquement étatique. Lorsque la misère est trop grande et la pression trop forte, le pays s'embrase et la société, une partie de la société pour être précis, s'oppose à l'État, violemment. Deux légitimités se font à leur face, de France, dont aucune n'a le monopole du récit national. Nous sommes le 18 avril 1675. Les locaux du fisc sont attaqués à Rennes par une foule protestant contre des impôts injustes et spoliateurs. L'insurrection gagne rapidement l'ensemble de la Bretagne, puis Nantes et tout l'ouest du pays. Les mises à sac des centres d'impôts se multiplient, ainsi que les autodafés d'actes seigneuriaux. Le peuple refuse d'être signé à blanc pour construire un château, Versailles, et de mourir pour l'image grandiose que l'État cherche à projeter de lui-même, à travers lui de la France. La révolte des bonnets rouges commence. Son meneur, Sébastien Le Balbe, constitue une armée de 6000 hommes en armes, accompagnés par 30 000 insurgés, désarmés, dont beaucoup de femmes. Il écrit, en français, afin d'avoir un écho national, un code paysan, prenant l'abolition du champard, le partage des récoltes, des corvées, de la dîme, taxe du clergé ou du papier timbré, taxe sur les actes notariés, remettant en cause les privilèges, réclamant l'égalité. Ce n'est pas encore une révolution, et c'est bien plus qu'une jacquerie. L'État, ébranlé sur ses bases, entre alors en guerre contre une partie de son peuple. Le Balbe est tué dans la nuit du 2 au 3 septembre 1675. La répression est terrible. Lorsque Rennes est reprise par les troupes royales le 23 octobre 1675, donc de la même année, un habitant sur 5 est passé par les armes. Madame de Sévigné note que les arbres de ce pays ploient sous les pendus. Peu après, le 6 mai 1682, Louis XIV installe comme prévu sa cour à Versailles, symbole éclatant de la césure contre l'État et la société qui sera annulée le 5 octobre 1789, lorsque le peuple de Paris s'emparera du palais et ramènera le roi en son sein, puis rétabli, puis annulé à nouveau, puis encore une fois rétabli, dans un mouvement de balancier auquel l'instauration de la République ne met pas fin et qui résume notre histoire politique. État fort, révolte ou révolution, restauration d'un État fort, révolution, restauration, révolution, 3 petits points, donc ainsi de suite. Notre identité politique est à chercher dans ce cycle. Donc si je résume, c'est État fort, révolte ou révolution, etc. La pure osmose entre le corps et la tête n'a jamais existé. Pas même au temps béni du roi Soleil, ou de la Troisième République civilisatrice, émancipatrice et prompte, aussi, à envoyer la troupe tirer sur les grévistes. Face à la souveraineté étatique, une contre-société, la Fronde, les Salons des Lumières, les sociétés d'amis préfigurant la Révolution, les syndicats, a toujours émergé comme antidote, et c'est dans le rapport, souvent tendu entre les deux, que se génère notre personnalité civique. L'État, en tant que structure, ne saurait avoir le monopole du récit politique national, car il peut trahir ce que nous pensons être la France. Nous sommes le 1er janvier 1942, donc nouvelle analogie au passage, sur la piste de l'aérodrome militaire de Saint-Herval en Angleterre.
Il est 20h45 lorsque le capitaine Bentley ordonne au Whitley Z9125, désolé pour les précisions un peu compliquées, de décoller. À son bord, l'ancien plus jeune préfet de la République, Jean Moulin, s'apprête à retourner clandestinement en France pour organiser la résistance intérieure. Depuis de longs mois, il est, comme tous ses camarades de lutte, à hors-la-loi pourchassé par la bureaucratie qu'il servait à peine un an auparavant. Dans cet avion anglais, une certaine idée de la France, celle célébrée, incarnée par le général de Gaulle, part à la reconquête de son territoire et de ses institutions. Une France virtuelle entre en guerre contre la France dite réelle, qui contrôle la terre, se revendique du sang, reçoit le soutien de l'Église officielle et s'appuie sur les structures de l'État. Tous les liens évoqués jusque-là sont du côté de Vichy. Et pourtant, nous continuons à affirmer que le renégat transporté, nourri, armé par les Anglais, représente la France. Chaque mission de bombardement des forces françaises libres, FFL, contre le territoire et l'État français est une déclaration d'amour paradoxale à l'identité française. Pesons les mots d'un officier du bataillon Lorraine, promis à une grande carrière politique. Pierre Mendès France. Ah, tiens donc. Dimanche 3 octobre 1943. Irons-nous à nouveau sur la France? L'éternel débat renaît. Avons-nous le droit d'aller bombarder les Français? La discussion dure depuis des mois. Nous lui donnons tous la même réponse affirmative. Nous éprouvons le besoin de leur apprendre encore et toujours. Ils aiment la France, donc ils la bombardent. Le cas de conscience des Français libres nous interroge sur ce qu'est, en définitive, notre nation. Quelque chose de déterritorialisé, excusez-moi, elle peut s'emmener en Angleterre, d'impur généalogiquement, Russes blancs, juifs polonais ou républicains espagnols forment une part essentielle des FFL, et religieusement. Entre parenthèses, les foi et non-foi se mélangent dans le même acte de dévotion patriotique. Un au-delà de l'État aussi, puisque la France peut exiger pour lui être fidèle de s'attaquer à l'État que porte le nom de français. Elle est un esprit, une certaine idée, un récit dont personne n'a vraiment le monopole. Au nom de cette idée et de cet esprit, un jeune général sans armée et déchu de sa nationalité peut, contre toutes les autorités établies, affirmer incarner la France. L'écrivain Georges Bernanos souligne la radicalité hallucinante du geste gaullien. Qu'un simple colonel, promu général quelques semaines plus tôt, réfugié à Londres dans un modeste appartement, impliqué dans ce crime contre l'honneur, contre la patrie, contre la foi jurée, un vieux maréchal de France, reconnu comme chef de l'État par les démocraties elles-mêmes, et avec le maréchal, idole vermoulue de millions de Français, les notables, les élites, l'ensemble des gens bien pensants, Hombres dignos, l'industrie, le haut commerce, le clergé, les académies, et choses plus inavouables. L'armée et les états-majors, n'est-ce pas là un fait révolutionnaire, et sans doute le plus grand fait révolutionnaire de notre histoire. On va finir par y arriver. Il y a dans l'appel du 18 juin, alors ça c'est Raphaël Glucksmann qui reprend la parole, une forme de déracinement radical, qui met en porte-à-faux les ancrages supposés de nos contrôleurs d'identité nationale. Romain Gary relève dans La promesse de l'aube la surdité des bien-nés, bien élevés. Je comprends fort bien ceux qui avaient refusé de suivre De Gaulle. Ils étaient trop installés dans leurs meubles. L'appel suppose, pour être entendu, un trouble, une inquiétude. La sourde angoisse des déracinés, que De Gaulle évoquera plus tard. N'étant jamais figé dans le marbre, et n'étant la propriété d'aucun acteur ou de conteur unique, notre nation exige qu'on se la dise et qu'on l'aime sans relâche. Celui qui l'a dit et l'aime le plus et le mieux, lui donne son visage. Alors c'est un peu simple. Sans égard pour son génome, son lieu, son accent ou son uniforme. Alors ça c'est toujours Raphaël Glucksmann qui le dit. Seul compte l'inscription dans un récit qui nous précède ou nous survit. Libéré des grilles de lecture identitaire qui prétendent dire une fois pour toutes ce qu'est la France, en l'amputant de pans entiers de son identité mouvante, partons en quête des principes qui font notre France. Je suis curieux de savoir lesquels c'est. À quoi ressemble-t-elle? En quoi est-elle différente des autres nations? Ayant mis fin à la chasse à courre de Tartuffe dans nos têtes, explorons les multiples facettes et facéties de renard à travers notre histoire. Donnons à notre France un visage et un corps, et donc le premier chapitre promet parce qu'il s'appelle Notre France est cosmopolite. Alors je sais pas trop où Raphaël veut nous emmener pour l'instant, c'est vraiment très brouillon, on fait des analogies dans tous les sens, ça part dans toutes les directions possibles et inimaginables. Tout ça pour nous expliquer de manière sophistique que la France a toujours été cosmopolite et universelle, en mélangeant des dates, des concepts, des lieux, des temporalités. Donc vraiment c'est très alambiqué pour l'instant, j'attends de voir ce que la suite va nous donner. Mais pour l'instant, voilà, je ne suis pas emballé par le projet. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour me donner votre ressenti, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de ne rater aucune des prochaines vidéos qui sortiront sur ce sujet. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de ce décryptage, on va y arriver, qui finalement n'en finit pas. Merci à tous.